Je pense que le temps est arrivé, mesdames et messieurs, de reprendre notre assemblée. Est-ce que tout le monde est là? Esprit, êtes-vous là? Oui, Hélène. Parfait. Vénus aussi. Vénus, te rappelles-tu de ce que tu m'as demandé sur le Saskatchewan? De toute façon, c'est pas grave, tu auras accès à la vidéo. Et tu pourras réécouter la première partie peut-être pour voir ce que j'avais dit sur le Saskatchewan. Bah, voici quelqu'un d'heureux. Alors, où est-ce qu'on était, Yves, tout à l'heure? Je pense qu'on est arrivé. On est arrivé, en fait. À la fin de la première épongée. Donc, ouais. Maintenant. Peut-être une petite précision par rapport à ça. On va faire une présentation très sommaire des différents programmes. Ça change constamment. Donc, il faut toujours aller réviser. Si vous avez un candidat potentiel qui pourrait entrer dans une des catégories, là, il faut toujours aller réviser. Là, je pense justement au programme de permis pour l'Alberta. Il est temporairement fermé, on ne sait pas pour combien de temps. Il y avait un temps où est-ce que l'Alberta avait un programme aussi pour les travailleurs des États-Unis. Ça a été fermé. Peut-être que ça va rouvrir encore. Donc, il faut constamment revérifier. Ça, c'était une très bonne aubaine, justement, pour les travailleurs des États-Unis, parce que ça permettait à toute personne diplômée de venir travailler et de s'installer facilement avec la résidence permanente en Alberta. Alors, ils sont allés chercher tous les étudiants étrangers qui obtenaient des diplômes aux États-Unis, qui étaient habitués à l'anglais, à la mentalité nord-américaine, puis d'aller les absorber directement et les intégrer en Alberta. C'est en Alberta. Ça a arrêté assez récemment, ça fait 1 an, quelque chose comme ça. Ouais. Ça a arrêté il exige aussi pour les Américains autant de pouvoir un parent, etc. Moi, c'était plus simple que ça. Non, c'était vraiment plus simple que ça. C'était Marc, notre confrère Marc, qui est aux États-Unis, qui faisait beaucoup ce style de permis. Et non, il n'y avait pas de contraintes professionnelles ou d'offres d'emploi ou de choses comme ça. C'est vraiment accessible. Et là, c'est fermé temporairement. Donc, veux-tu commencer? Oui, en fait, on explique pourquoi on a fait ce programme-là. D'abord, on s'est dit on va faire un tableau par province, en mettant les différents. Après, on s'est dit non, parce que finalement, c'est quasiment toujours les mêmes types de programmes qui viennent, à part quelques exceptions, et on va vous résumer ça. Encore une fois, on va faire à l'inverse. C'est ça. Encore une fois, c'est pas 3 jours de formation, c'est 3 heures session qu'on fait, mais s'il y a des provinces qui vous intéressent particulièrement, je vous réitère mon invitation, signalez-le et on fera vraiment un atelier spécifique sur telle province. Le Saskatchewan, Riska, ça vous va? Parfait. Donc, comment on a fait? On a décortiqué ça, on a mis l'essentiel, on a mis quelques grandes lignes et on va essayer de commenter avec ce qu'on se souvient, parce qu'il y en a tellement qu'on va essayer de vous donner des points essentiels et on vous invitera surtout à aller voir ces autres provinces-là vous-même, ce qui attire votre curiosité pour aller découvrir vraiment qu'est-ce qui se passe chez eux. Alors, vas-y, commence si tu veux la première catégorie. Donc, dans les catégories C et D, c'est surtout C. Donc, on pense surtout dans l'élément de transformation alimentaire, cuisinier ou aide cuisinier, dans l'hébergement, on pense surtout aux serveurs. Dans certains secteurs de manufacture, dans les transports routiers aussi, comment on dit en français, les long haul, les longues distances, les transporteurs, camionneurs, conducteurs de camions longue distance. Donc oui, merci. Donc, ils sont très présents en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au Yukon aussi. J'avoue que le problème du Yukon, je le connais pas très bien. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire j'aimerais aller au Yukon. Et je vous avoue que c'est celui que j'ai fait pendant les cours d'immigration, donc moi je le connais bien. Ok, et Nouveau-Brunswick aussi. Ensuite, dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Attends, pour toujours la catégorie C et D, je prends le programme de l'Alberta par exemple, où ils mettent. Il y a des contraintes quand même, c'est pas comme ça, là, c'est pas parce qu'on est tourneur ou machiniste ou mouliste qu'on veut travailler dans l'industrie de la transformation
qu'on est admis d'office. Donc il y a quand même certains critères. Il faut que ce soit toujours un emploi à temps plein. C'est pas des gens... donc temps plein, c'est quoi? C'est 30 heures minimum, toujours. Il faut qu'il y ait toujours l'offre d'emploi validée à nouveau pour être admis là. C'est souvent aussi avec une contrainte de travailler déjà dans le domaine depuis 6 mois. Mais on verra qu'il y a certaines provinces que je vais vous retrouver rapidement. Ah, voilà. Territoire du Nord-Ouest. Le territoire du Nord-Ouest a un programme qui s'appelle Travailleurs d'appoint essentiel. Oui. C'est à côté du Yukon. Vous avez le Yukon qui est connu sur l'Alaska et ensuite... Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait qu'on fasse un petit cours de géographie pour commencer avec les provinces. Est-ce que c'est le... Voilà. Ce qui est comme parfois, c'est comme... C'est là où il y a les diamants. Sur la... On ne sait pas, ça c'est yellow... On peut avoir T'es sérieux quand même? Tu vas prendre les cartes. Alors regarde, supposons que ça c'est le Canada, Voilà. d'accord? Ici tu as l'Alaska, ici tu as le Yukon, Ouais. et à côté ici tout l'espace là, et à côté tu as le Québec de toute façon, d'accord? Les espaces dans le nord du Québec, mais au milieu, toute cette partie-là c'est le territoire Grand Nord, c'est énorme. Et il y a surtout des mines, de l'exploitation, des diamants. Il y a des gens qui vivent là-bas. Oui, mais les routes c'est des Les ours, ouais. Oui, mais attention aussi par rapport à là, on fait des blagues là, mais... Au Yukon, il y a 2 ours pour un humain, effectivement. Dans des villes comme Yellowknife ou à Whitehorse, la vie communautaire est vraiment, vraiment intéressante. La qualité de vie est vraiment bien. L'hiver, C'est long. Whitehorse et... Non, ça c'est au Yukon, ça. À Yellowknife, par exemple, bon, en hiver, il fait noir longtemps, mais la vie communautaire est extraordinaire. Tout le monde se connaît, il y a une entraide. Moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec l'immigration, mais je connais une personne qui travaille à CBC, à Radio-Canada, puis elle dit, moi, je viens à Montréal pour les vacances, là, mais sinon, moi, je suis contente de vivre là-bas, puis je ne voudrais pas vivre ailleurs. Donc, une personne qui aime bien une petite communauté, une vie tranquille, c'est super Et indiqué. justement, le fait d'avoir étudié le Yukon, je peux vous dire qu'il y a quand même certains aspects. Pour quelqu'un qui n'aime pas les grandes villes, c'est vraiment extraordinaire au niveau de toute la nature. On vit en pick-up là-bas. Les camions, les voitures, les petites voitures, là, les AVO et compagnie, on oublie, ça ne marche pas. D'accord? Et c'est pas parce que c'est beaucoup d'hiver. C'est simplement que le style de vie, c'est vraiment un petit peu, je vais exagérer en utilisant ce mot, mais c'est un peu le Far West encore, la façon de vivre.
qualifiés. Donc vous voyez, c'est le phénomène inverse. Et puis il y a surtout le travailleur d'appoint essentiel, c'est pour ça que je parlais de ce dans les catégories B ou C ou D, c'est pour pallier de graves pénuries de main-d'œuvre. Là, c'est vraiment l'ouvrier, c'est vraiment les boueurs, c'est vraiment toutes les choses, les professions où il n'y a vraiment personne, mais personne qui va le faire. Donc, la seule chose qu'ils demandent après pour pouvoir facilement basculer dans le programme des provinces, ben, c'est d'être à l'emploi depuis 6 mois. Donc, après, ça tourne. En fait, ça sous-entend que dans ces provinces-là, quelqu'un qui arriverait, qui obtiendrait une offre d'emploi, même en catégorie C ou D, par la suite, une fois qu'il a l'emploi 6 mois, ben, il peut basculer dans le programme des provinces et avoir sa vie au Canada. D'accord? Ça va? C'est comme ça? Candidat des provinces, c'est résidence permanente, là, on parle. Oui. Alors, désolé pour ce cours intermède, messieurs, mesdames. Donc, mesdames et messieurs, plutôt pour parler bon français. Alors, on revient, on vous rassure, vous n'avez rien perdu, on a fait juste du blabla entre nous, on a parlé que du mal des gens qui assistent par webinaire. Sans les connaître. Oh, si vous en connaissez plusieurs. Parfait. Excellent. Donc, on voit vos messages. Parfait. Donc, on reprend ce qu'on disait. Alors, les catégories C et D, c'est principalement donc, dans tout ce qui est transformation alimentaire, l'hébergement et les services de la restauration. La Colombie-Britannique a notamment c'était la Colombie-Britannique ou... oui. Excusez-moi, hein, on a tellement de petits papiers. Il y en a un des provinces où il y a vraiment 3 catégories distinctes dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Vous faites ça, c'est parfait, vous passez. Vous n'avez pas ça, vous ne passez pas. C'est le 6.1. Non, pas 6.1. Excusez-moi, je prends le temps qu'il faut là, mais je vais vous donner vraiment l'exformation. Oui, par exemple, le serveur, ça se passe au Saskatchewan. Pour revenir au Saskatchewan, je pense qu'on va vraiment faire le Saskatchewan comme présentation. Donc, serveur CNP 6453. Le Food Counter Attendant Kitchen Helper, donc les gens qui travaillent en cuisine, en back-office, c'est le 6641. Housekeeping Cleaning Staff, donc tout ce qui est gouvernante, donc personnel d'entretien. 6661, là on est en D, là, c'est quasiment du D, c'est pas du E. D'accord? Donc ces personnes-là, attendez, je vous donne les critères au complet finalement. Projet pilote, c'est service d'hébergement, donc ça rentre en plein là-dedans. Ils doivent travailler 6 mois avant de faire la demande officielle dans le cadre du programme des provinces. Et tout ça, encore une fois, validé par une offre d'emploi permanente et ça roule. D'accord? De façon générale, est-ce que vous savez quelles sont les provinces du Canada qui ont le meilleur taux d'emploi ou le meilleur taux de chômage? Le meilleur taux de chômage le plus bas. Le plus bas, c'est ça, le taux de chômage le plus bas? Où ça? Au Canada? Alberta. Saskatchewan, Manitoba, Alberta. Ça fait 1 an, regardez là, elle lutte toujours pour la première position. Ces 3 provinces-là. C'est à peu près de l'ordre de combien, cela? 4%, 4,5%. Ben, vous savez que c'est le taux ici à Québec, grosso modo. Ouais. Versus, c'est quoi le taux de chômage qu'on a maintenant au Québec général? 7, Un peu moins que 8. Non, mais elle parle de la ville. De la ville de Québec et de sa région. Donc, on parle d'un taux de chômage 2 fois moindre. Quand on est à 4%, il y a des économistes qui disent qu'on a un plein emploi. Vénus nous précise, c'est 7,8. Vous voyez, vous aviez tous raison. Bravo, merci Vénus. Parfait. Québec, il frôle le plein emploi aussi. Oui, on est à 4 quelque chose, on n'est pas loin de 5 là, c'est tout. C'est Donc, moitié c'est moins. Les jeunes gens, elles restent pas Absolument pas. Non. C'est parce qu'il y a une grande pénurie au niveau de beaucoup de professions et Mais quel type de profession ben, dans les TI, ça c'est définitivement sûr. Au niveau de l'ingénierie, au niveau aussi de la production de tout ce qui est, par exemple, dans la métallurgie, enfin toutes les professions en annexe, les assurances. Enfin bref, je pense, mais c'est vraiment... il suffit de regarder sur Québec et vous allez voir vraiment la liste de toutes les professions en demande. Et contrairement à ce qu'on pense, sur Emploi Québec, vous n'avez pas affiché seulement les gens qui veulent recruter des travailleurs étrangers, qui font l'affichage des beaux postes juste pour la parade. C'est vraiment des vrais postes qui sont affichés là-bas. À pourvoir. Oui, à pourvoir, pas juste pour justifier les 15 jours d'affichage.
Avec ça, les Nordiques ne sont même pas de retour. Ah, ils vont arriver, ils vont arriver. Voilà, ça c'était... Okay. Oui, effectivement, Gwenaëlle, qui est de Québec, me confirme, elle me dit que c'est environ 4%. Soit le taux incompressible. Ah, voilà. Excellent, merci. Plein emploi. D'accord. Alors ensuite, on a... catégorie de travailleurs qualifiés. On a vu pas mal déjà. Oui, bien, de façon générale, travailleurs qualifiés, là, en résumé, ça prend une offre d'emploi permanente. C'est ça. Sauf quelques exceptions qu'on a vues, là, par exemple, quand il y a un système de pointage, quand il y a un arrimage avec la communauté, mais encore là, ça tombe dans d'autres Nouvelle-Écosse aussi a quelque chose d'intéressant, mais je pense que je vais en parler plus avec la catégorie famille, membres, etc. Ouais. On verra tout à l'heure. Effectivement, pour les diplômes internationaux, on en a déjà mentionné quelques-uns. Comme on disait, là, ceux qui n'ont pas besoin d'une offre d'emploi validée, il y a la Saskatchewan si vous avez une maîtrise, il y a le Manitoba si vous avez un diplôme d'au moins 1 an et vous faites 55 points. Et puis là, les points, c'est l'expérience de travail dans votre pays d'origine, votre niveau d'études, connaissance du français, de l'anglais. Lien avec la communauté aussi peuvent donner des points. C'est une grille de pointage qui est assez semblable à celle du Québec. Et l'Ontario, donc, avec une maîtrise ou un doctorat. Sinon, ben, ça prend un diplôme, pas toujours dans la province. Par exemple, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan aussi. Donc, Colombie-Britannique, Saskatchewan et Nouvelle-Écosse, avec un diplôme de n'importe où au Canada. Si vous avez une offre d'emploi permanente validée dans la province en question, vous pouvez être admissible au programme de désignation provinciale. Mais en général, retenez vraiment que pour les diplômés internationaux, à part les exceptions qu'on vous dit et aurait dit exprès pour que vous fassiez bien la différence, c'est emploi à temps plein dans la catégorie obligatoire 0 à B. C'est pas parce que quelqu'un, encore une fois, est diplômé avec un PhD ou un bac ou autre et qui travaille, je prends toujours l'exemple de McDo parce que c'est tellement flagrant ce genre-là, c'est pas parce qu'il travaille 6 mois là-dedans qu'il va pouvoir déposer sa demande. Ouais. Il faut vraiment que ce soit obligatoirement un emploi, même via un permis de travail post-diplôme qui est un permis de travail ouvert, d'accord, qui soit en catégorie 0 A et B. Et en général, il faut qu'il y ait l'offre d'emploi permanent validée par l'employeur pour qu'il puisse être accepté. Donc, même s'il travaille avec un diplôme post-doc, vous voyez un peu jusqu'où va le raisonnement, la torture, quand on vous disait que parfois c'est pas aussi facile que ça. Il faut que son offre d'emploi soit validée en plus par le Service Canada ou la province qui désigne pour qu'il puisse passer dans le programme des provinces. Donc, pourquoi se torturer autant? Si son cas le permet, ben, il passe via l'expérience canadienne ou autre en permettant le bascule. D'accord? Ensuite, les programmes familiaux. Ça, je les connais un peu plus en détail. Les provinces qui ont des programmes familiaux, je vais tous les nommer et je vais donner quelques explications par rapport à chacun. Donc, Manitoba, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-Labrador et Île-du-Prince-Édouard. Donc, l'île du Prince-Édouard désigne des champions qui vont devoir signer un code d'honneur par lequel ils s'engagent à s'établir. Et le membre de la famille doit être maman ou papa, frère, sœur. Ben, je vais juste dire la version masculine. Donc, oui. Père, sœur, oncle, neveu, cousin de premier degré ou grands-parents. Et puis, le membre de la famille doit résider sur l'île. Il doit y avoir un travail fixe. Donc, c'est une personne qui est déjà active dans la communauté. Et il faut qu'il y ait des recommandations dans la communauté pour la personne. Il faut vraiment qu'il y ait des lettres de recommandation. Là, on s'entend. C'est quoi la population totale de l'île du Prince-Édouard? 100 000 habitants, Moi, je sais qu'en 3 heures, on a fait le tour de l'île. Donc, connaître tout le monde, c'est pas, ou être connu de tout le monde, c'est pas très long, là, mais ce qu'on veut vraiment, c'est une personne qui va être appuyée dans la communauté. C'est vraiment le terme, c'est champion. C'est un champion avec un code of honor. Ensuite, on a, si on reste dans les îles de Terre-Neuve, donc là, le membre de la famille doit être père, sœur, frère, oncle, neveu, grand-père ou cousin, cousine de premier degré. Maintenant, il y a une restriction par rapport à l'âge. Il faut que, dans cette catégorie-là, il faut que le candidat ait de 21 à 49 ans.
il doit avoir un diplôme postsecondaire ou un diplôme professionnel. Il doit avoir au moins une année d'expérience de travail récente, un bon niveau d'anglais, mais là, ça peut être une norme pour tout le monde. Et puis, il doit avoir En fait, il y a certaines provinces où il y a des restrictions un peu moins strictes qu'ici. Mais par exemple, ça, c'est des programmes qui sont faits pour ne pas détourner le parrainage régulier de conjoints. Ça ne rentre pas. Quelqu'un qui veut parrainer sa femme ou son mari, ça ne marche pas. Par contre, rien m'interdit, moi, si j'ai 25 ans, on peut bien m'enlever 20 ans de moins, et que je suis établie là-bas, que j'ai, enfin, dans un des cadres pour X, Y, Z, que je vis là-bas, et je veux faire venir ma maman. Est-ce que ça marcherait d'après vous? Si ma maman a moins de 49 ans, chose plausible, si j'ai 25 ans, elle peut très bien m'avoir eu, est-ce que ça marcherait d'après vous? Ben, d'après les premières études qu'on a fait, ça devrait marcher, même s'ils mettent des noms de frères, sœurs, parce qu'ils mettent de parenté identique, mais ils précisent sauf parrainage de conjoint. C'est précisé que le parrainage de conjoint, ça ne rentre pas là-dedans. Mais c'est pas mis parrainage des membres de la famille, comme père, mère ou autre. Donc, dans la logique, à vérifier quand même sous réserve, je devrais être en mesure de pouvoir l'utiliser peut-être dans le cadre des provinces. C'est encore une fois une stratégie qu'on vous fait voir. Parce que vu qu'il y a le moratoire, le fameux supervisa qu'on ne sait pas à quoi ça sert vraiment non plus, d'accord? Donc ça peut être une solution de pouvoir, pas parrainer, mais appuyer la démarche d'émigration de ses parents, d'accord? Mais il faut que ça colle aux autres critères, ce qui est un peu moins jojo. Toujours dans la famille, si on revient en Nouvelle-Écosse, on a parlé beaucoup de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui, il faut avoir un membre de la famille, comme on l'a dit, frère, cousin, etc., mais il faut que la personne non seulement soit résidente, mais il faut qu'elle ait une affaire, il faut qu'elle ait une entreprise. Ça, c'est la particularité là, de la Nouvelle-Écosse. Le membre de la famille doit absolument avoir une entreprise et doit nous engager, c'est-à-dire doit engager notre client. Et il faut que le poste il faut qu'il y ait un lien avec l'expérience et ou les études. C'est par exemple, j'ai une entreprise de couture et puis mon beau-frère est informaticien. Ça marche pas. Ça marche pas. Faut vraiment là, que Sauf si j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire tout un catalogue en commerce électronique, etc. Donc à ce moment-là, il faut trouver vraiment un poste qui va correspondre. Là c'est là où on peut être créatif aussi. Là, toujours à ce sujet-là, c'est l'entreprise, il faut que la personne soit, s'il est résident permanent, votre membre qui va vous appuyer, il faut qu'il ait au moins 33% de la propriété de l'entreprise, mais également qu'il soit là depuis un minimum de 2 ans. Donc ça, c'est les 2 critères obligatoires à assurer, donc le profil correspondant au poste et parenté très proche. Mais également, il y a une autre ramification, enfant non à charge pour les candidats de Nouvelle-Écosse. Quelqu'un qui a été qui a été désigné par le programme Nouvelle-Écosse, quel que soit le programme, pas important que ce soit celui-là ou entrepreneur ou n'importe lequel, eh bien, s'il a un enfant adulte et que cet enfant adulte a été déclaré dans il ne demande même pas la feuille de la famille. Vous savez, les informations sur la famille, on déclare qu'on a des enfants ou pas. Mais qu'il est déclaré officiellement sur le IMM 008, la 2e page, là on met tous les membres de la famille, eh bien cet enfant-là, s'il a 25 ans, qu'il n'était pas admissible, étant donné qu'il n'est plus aux études ou quelque chose comme ça, bien là vous pouvez le prendre directement sans aucune autre condition. Donc il n'y a pas obligation d'avoir une offre d'emploi, il n'y a pas de condition qu'il soit aux études, il demande juste à ce que peut-être le niveau linguistique qu'il soit cohérent et c'est tout. Donc vous pouvez le faire. Donc ça aussi, ça peut être stratégique pour quelqu'un qui passe un programme, je ne sais pas, par exemple, reconnu par la communauté. Une personne qui va être reconnue par la communauté, comme a expliqué Yves tantôt, eh bien, la famille arrive, mais ils ont encore un enfant de 23 ans qui est ni aux études ni rien. Ben, cet enfant-là va être vous allez pouvoir par la suite le parrainer pas le parrainer. Vous voyez comment on fait les lapsus? L'appuyer pour pouvoir le faire venir dans le cadre désignation de programme aussi.
Ensuite, est-ce que ça va jusque-là? Pas trop fatigué? Non? Notre programme familial, c'est celui du Manitoba. Donc encore là, frères, sœurs, neveux, oncles, tantes, grands-parents ou cousins de premier degré, qui vit dans la province depuis au moins une année. Donc la seule exigence, c'est qu'ils vivent là, pas besoin d'être en train de travailler. Là, le candidat, par exemple, doit avoir de 21 à 49 ans, un diplôme postsecondaire, au moins 2 ans d'expérience de travail et un niveau d'anglais donc qui va lui permettre de travailler dans son domaine. Mais encore là, le niveau d'anglais, bon, ça devient redondant. Maintenant, comme on a dit, il y a aussi une alternative. Si le membre de la famille, si notre candidat, disons, il a 50 ans ou il a 20 ans, il ne qualifie pas pour la question de l'âge, bien, peut-être qu'il pourrait qualifier sous l'autre programme de pointage. C'est-à-dire qu'en ayant un membre de la famille et en accumulant 55 points, le candidat pourrait se qualifier donc sous l'autre programme du Manitoba. Mais c'est sûr là, que d'avoir une personne, un membre de la famille, si la personne n'a pas entre 21 et 49 ans, c'est un excellent pied à l'intérieur. C'est un manque au Québec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au Québec, ne pas avoir ce lien familial, c'est vraiment quelque chose qui peut porter un peu préjudice au Québec. Ouais. Et ça déstabilise beaucoup de familles francophones qui finalement, quand ils ne trouvent pas vraiment leur bonheur non plus au Québec au niveau emploi, ils partent. Soit ils repartent dans leur pays ou ils changent vraiment de région, parce que le fait s'ils maîtrisent un peu l'anglais et puis comme ils parlent très bien le français, ils vont trouver plus facilement de l'emploi aussi en Ontario. Je pense par exemple beaucoup à la communauté maghrébine qui a eu ce genre de problème, où finalement ils trouvent beaucoup plus d'emplois, d'offres d'emploi en Ontario ou en Colombie-Britannique qu'ici. Donc même s'il y a des contraintes, que la vie est plus chère ailleurs, que ça va être vraiment un environnement complètement anglophone, ben, s'ils n'ont personne qui facilite un petit peu leur intégration, ben, autant partir. Pourquoi ces provinces-là, à votre avis, font autant d'efforts pour permettre aux familles de se réunir? C'est quoi leur intérêt? Parce que sinon, ils vont faire un emploi, mais cette fois-ci, à cause du fait que leur famille est loin, ils vont devoir encore. Ben, c'est le cafard, c'est qu'on est beaucoup plus, il y a l'ambiance, la chaleur familiale, et c'est certain que même si tout n'est pas très beau, n'est pas très bien, ben, l'un va arriver, son frère va arriver, sa sœur va arriver, son cousin va arriver, cette fois-ci c'est la sœur du mari de l'épouse qui va arriver, etc. Et vous êtes en train de créer justement une nouvelle communauté et des enfants, c'est ça. Vous savez, la principale motivation pour immigrer, c'est économique. La deuxième motivation, c'est familiale. Ouais. Et ça nous manque. Je pense que ici, vous êtes quand même la majorité de culture orientale. Et le fait, par exemple, d'avoir grandi avec les tantes, les grands-parents, etc., le fait de ne pas avoir ça, ben, moi, personnellement, ça me manque beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs familiales qui se transmettent comme ça. Je parle de nous, mais en tant que Québécois, toi aussi, tu as connu ça. Et le fait de ne pas avoir ce cocon familial et puis que nous, finalement, on est une famille de là qui repart à zéro, c'est comme si on avait coupé un arbre et que là, il y a à nouveau des branches qui ressortent. Donc, on est un peu comme ça. J'ai pas de référence. Aujourd'hui, avec Internet, tout ça, c'est un peu plus facile. Mais il y a 10 ans, 15 ans, c'était vraiment pas drôle. Alors, quand on se retrouve à avoir la possibilité de faire venir son frère, faire venir sa sœur, faire venir ensuite peut-être une autre cousine et autres, ben, c'est parfait. Le Québec, je pense que là-dessus, pourquoi ils ne se mettent pas en avant, ben, on pourra leur demander ça un peu plus tard, hein, quand on aura avancé dans nos projets. Et nous, dans le bureau, on a déjà un candidat qui est sur le point on espère, en démarche pour le Manitoba. Et puis là, on a déjà 2 membres de sa famille dans son pays d'origine qui ont fait des consultations avec nous, qui disent dès que ma cousine a sa résidence permanente, moi aussi je veux y aller, parce que ça leur ouvre la porte. J'en ai une cousine qui va avoir résidé pendant 1 an. Ben, elle peut faire venir sa famille dans la mesure où est-ce qu'ils font les 55 points, ou qu'ils ont entre 21 et 49 ans. Ben, c'est une porte d'entrée. Puis, la province, elle est contente de ça parce que ça vient créer une autre communauté aussi qui va s'intégrer. Puis vous savez, dans une grande ville, là, c'est plus facile. Plus on est avec du monde, plus c'est facile de se perdre.
j'invente rien, là, si j'habite dans un immeuble de 1000 personnes, ben, il y a plus de chances que les voisins ne se connaissent pas entre eux, tandis que si c'est une petite communauté, ben, probablement que tout le monde se connaît dans la petite communauté. C'est ce qui se passe. Et ça va aider, sauf qu'il y a des restrictions qui rentrent, toujours le Saskatchewan. Par exemple, maintenant, c'est dorénavant un candidat par famille. Donc, j'arrive, je m'installe, je pourrais parrainer, enfin, appuyer seulement un membre, mon frère. Mon frère s'installe l'année ou 2 ans après, donc il faut vérifier les critères, ben, à son tour de pouvoir parrainer, décidément, appuyer, donc ma soeur. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Ils ne font pas non plus, allez, chacun prend la charrue et puis on met les valises dedans, on arrive, c'est pas ça. Et aussi recevoir l'offre d'emploi, et c'est là que je te rejoins, parce que quand on parle de petite communauté, on va les taper sur le bras d'épicier en disant, dis donc, tu sais, mon frère c'est un spécialiste dans telle et telle chose, tu n'aurais pas un travail à lui donner, là, toi qui cherches quelqu'un et autres. Donc oui, il va lui trouver un petit travail ou à l'usine du coin, etc. Donc là, on a une offre d'emploi qui va être validée. C'est sûr, la recherche d'emploi, ça passe difficilement par les sites de monster.ca puis de Workapod. C'est ça, réseautage, de bouche à oreille. C'est pour ça que je vous dis, ça vaut peut-être parfois la peine quand il y a un créneau qui vous intéresse, d'aller directement un petit peu sur place ou peut-être de contacter vos collègues, vos confrères et consoeurs qui sont dans ces provinces-là également. Et il demande juste à ce que la personne ait un bon niveau d'éducation et l'expérience professionnelle requise. D'accord? Donc, si ça colle, c'est parfait. Si ça colle pas, il faudra attendre qu'il y ait une autre entreprise qui s'ouvre, qui soit dans le domaine de ce que fait pour le faire venir. D'accord? Ouais. Puis justement, Saskatchewan, c'est un programme qui est très, très, très semblable à celui du Manitoba. C'est juste que si une personne n'a pas entre 21 et 49 ans, si le client n'a pas entre 21 et 49 ans, ben, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a pas un système de pointage. Et l'autre, ben, c'est celui du Nouveau-Brunswick, dont on a parlé aussi, qui est très semblable aussi. Il faut avoir entre 21 et 49 ans. Bon, il faut avoir un frère, oncle, neveu, enfant, qui vit et travaille depuis au moins 1 an. Donc, si une personne au chômage ou bénéficiaire de l'aide sociale, ça ne fonctionne pas. Le candidat doit avoir de 21 à 49 ans, un diplôme professionnel ou post-secondaire et au moins 2 années d'expérience de travail. Puis aussi les fonds suffisants de 10 000 $. Juste une chose, je fais un petit retour en arrière par rapport aux travailleurs qualifiés tout à l'heure qu'on avait. Il y a la plupart des provinces disent que si jamais vous perdez votre emploi en cours de route, autant que ce soit pour les étudiants, autant que ce soit pour les travailleurs qualifiés, n'importe lesquels où il y a l'exigence de travailler, votre dossier de désignation tombe à l'eau. D'accord? Même si vous perdez votre emploi, que ce n'est pas votre faute, ben, ça tombe à l'eau. Parce que c'est un des critères qui est majeur et pour eux, s'ils vous ont demandé ça, il faut que vous soyez à l'emploi. Ouais. Donc ça, c'est important. Une petite parenthèse, une fois que la personne a sa désignation, vous savez que pour avoir un permis de travail, il n'y a pas besoin d'avoir une AMT. Une demande qui s'envoie et qui arrive et que c'est un permis de travail pour 2 ans qui est remis. C'est dans le R205. Quand vous avez les différentes catégories, vous allez le trouver, c'est dans le FW1 également. Dans les candidats de province. Oui. Exactement. Une fois que une fois que le certificat de désignation est émis, donc entre les personnes où est-ce que la personne est désignée jusqu'à ce qu'elle obtienne la résidence permanente, dans cet espace de temps, si le candidat obtient une offre de travail, il n'y a pas besoin d'AMT. Permis de travail ouvert pour le conjoint, etc. Donc toute la machine se met en route pour ça. S'il obtient une offre d'emploi. Ben oui, c'est sûr, il faut qu'il y ait un employeur. Et ça va même plus loin encore parce que, exceptionnellement, parce qu'on a bien dit que les permis de travail conjoints ouverts, c'était seulement quand l'employé principal travaillait en catégorie 0 A et B. Toujours dans le FW1, vous verrez que c'est clairement spécifié que les personnes qui sont dans des catégories inférieures, les conjoints peuvent également recevoir un permis de travail ouvert, même dans ces catégories-là. Sauf le Québec. Par contre, vous allez regarder le FW1 version français, version anglais. Dans la version française, c'est pas clair du tout que le Québec n'est pas compris, parce qu'ils parlent des provinces en général, parce que d'habitude, ils mettent excepté Québec ou sauf Québec. Et dans la version anglaise, c'est beaucoup plus clair que le Québec n'est pas compris dedans. D'accord? Mais Yves, ce que tu as dit, ça revient un peu à un AMT classique. Ça veut dire,
si vous avez une offre d'emploi validée, pas un indemnité, si vous avez une offre d'emploi validée, on va vous donner un permis de travail. Là, tu n'as pas besoin de permis de travail, mais Non, tu mélanges les trucs là. Pour avoir un permis de travail, oui. ça te prend toujours une offre d'emploi. Validé. Non, que ce soit comme tu veux là. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va t'engager. À moins que tu aies un permis de travail ouvert comme conjoint qui accompagne ou dans une autre catégorie. Mais pour avoir un permis de travail, il faut, je sais pas moi, Cap Idéal par exemple, t'engages, veux-tu travailler avec nous, je sais pas moi, Palais des Congrès t'engage, donc il faut que tu aies une offre d'emploi qui va te conduire éventuellement au permis de travail. Mais il y a beaucoup d'exceptions qui font que tu n'as pas besoin d'avoir une ANT, donc un avis relatif au marché du travail. Et une de ces exceptions-là, parmi plusieurs autres, c'est que si tu as ton certificat de PNP, de désignation, à ce moment-là, tu entres dans une des exceptions qui dit que tu n'as pas besoin d'avoir une AMT pour qu'on puisse te donner le permis de travail. Et il te faut une offre d'emploi pour qu'on te donne le permis de travail. Oui, on te faut une offre d'emploi, mais ça n'a pas besoin d'être une offre d'emploi validée. OK. Ensuite, on arrive, je pense, à une partie intéressante. Avant d'être désigné, la plupart des cas, tu devrais avoir besoin de... Il faut que tu sois déjà à l'emploi avant. Ouais, moi c'est... Mais c'est pour pouvoir prolonger, parce que la résidence permanente n'arrive pas en claquant des doigts au bout de 6 mois. Je crois qu'il y a des petites révolutions là qui se font avec ces temps-ci. Mais il faut, si ça prend plus longtemps, tu fais quoi? Mais au moins tu es couvert par ce permis de travail-là qui te permet de refaire une nouvelle demande de prorogation sans avoir besoin de faire une nouvelle demande d'AMT. C'est surtout moins laborieux aussi, c'est moins incertain parce que même si on a eu une offre d'emploi avant, quand vient le temps de la renouveler, il faut continuer à démontrer qu'on ne peut pas engager quelqu'un, il faut démontrer que la personne faisait l'affaire. Moi, j'ai une petite question pour vous deux. Parce que vous avez beaucoup parlé d'éthique, si j'ai un client qui suit les nouvelles à la télé de loin et qui me dit mais pourquoi tu veux absolument me faire venir au Québec? Je vais venir, je vais chômer. Trouve-moi un moyen d'aller au Canada à l'ouest, là, toutes les provinces qu'elle a citées, où ils frôlent tous le plein emploi, alors qu'au Québec, je sais déjà que je vais chômer en arrivant. Ben, Je c'est-à-dire... vais lui répondre quoi? Parce qu'effectivement, il va probablement chômer. Pourquoi tu le fais venir au Québec? Pourquoi tu fais venir au Québec en première instance? Je sais pas, peut-être par sa famille, peut-être que... non, pas pour sa famille. C'est-à-dire que, je donne un exemple que je n'imagine pas. Il qualifie pour le Québec, mais il ne trouvera pas d'emploi. Mais il va qualifier pour venir au Québec. Ah, ben là, mais il ne qualifiera pas dans les provinces anglophones. On a un atelier complet là-dessus, là, c'est la question de la trampoline. Chacun fait ses affaires comme il veut, là, mais... Tu lui répondrais quoi si tu lui disais, je vais effectivement vous qualifier au Québec, vous allez venir, mais vous allez chômer? Vous ne pouvez pas dire ça, honnêtement. Ben, On ne sait pas s'il va chômer ou pas. c'est un peu pessimiste, là. Oui. Moi, je ne peux pas dire. Il y a quand même 93% des gens qui sont aptes à travailler qui travaillent. Des immigrants? Moi, la seule question que je vais te poser, regarde. Parce que nous, notre clientèle, ce n'est pas des gens qui sortent de Polytechnique, on parle de immigrants. Moussa, je vais te poser la question à la normande. C'est-à-dire, je te pose une question en retour. Pourquoi crois-tu que les politiques d'immigration sont en train de changer et de favoriser les travailleurs temporaires? Les travailleurs temporaires? Oui. Justement. Les Pourquoi? travailleurs temporaires. Parce qu'ils veulent que d'abord tout le monde, ou la majorité, trouve un emploi, viennent, travaillent, payent des impôts, s'installent, s'intègrent, mettent leur vie en place, et après on leur donne la résidence permanente. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Parce que là, les statistiques, effectivement, quand ils voient que oui, ils arrivent, au bout de 3 mois, 4 mois, ils vont sonner à la porte du BS, etc., ça, ils n'en veulent plus. Ils en veulent plus. Temporaire, il ne peut pas sonner à la porte du BS en tant que temporaire. Non, je parle pas de ça, là tu sors du non, sujet. Non, là. Là, tu sors du sujet et puis je veux pas te répondre parce que je connais pas. Quelqu'un qui perd son emploi, là, il n'a même pas droit à l'assurance chômage, donc, d'accord? Le temporaire, c'est ça. C'est une ceinture de sécurité pour qui? Ben, pour le gouvernement. Mais en attendant, tu payes tes impôts, tu payes tes cotisations, tu payes ta régie des rentes, etc. Sauf que toi, tu n'as pas droit à recevoir les allocations. Même les allocations familiales pour les enfants, il faut attendre 1 an avant de pouvoir bénéficier. Sophia est bien placée pour vous le dire, donner toutes ces règles-là. Il faut attendre 1 an avant que vous puissiez avoir droit aux contributions pour enfants, etc. qu'on touche. Donc, et l'assurance. même les REER, vous ne pouvez pas en acheter avant 1 an.
Voilà. OK? Est-ce qu'il y a des questions de la part de nos webinaristes? Vous endormez pas, j'espère. Vous non plus, les filles, là. Hein? Ça va? OK. Ah, il y en a deux en train d'écrire. Vénus et Eusgé. On est là. Merci. Nous aussi, on est là. Merci à vous. OK. Même entrepreneur, veux-tu en parler? On en a parlé pas mal, je pense. Oui, pour le fermier, il y a seulement 2 programmes ouverts en ce moment, Saskatchewan et Manitoba. Pour les autres... Et dans le fermier, au Saskatchewan, il y en a 2 à l'intérieur déjà. J'ai fait la distinction. Pardon? Non. Là, ici, dans ce tableau-là, on a entrepreneurs en général. Là. Fermier, c'est comme une sous-catégorie des entrepreneurs. C'est pas obligatoirement fermier. Si on a mis fermier, c'est parce qu'il y a beaucoup de programmes entrepreneurs basés c'est comme un sous-programme. Spécifiquement pour les fermiers. D'accord? Mais en général, le montant est variable selon la région, encore une fois, et le dépôt de fidélité est également demandé pour certains de ces programmes-là. Mais tous les provinces qu'on a mis à côté... Tu as raison, non, c'est une erreur. Oui, non, c'est une erreur. Offrent effectivement. Alors, c'est pas Nouvelle-Écosse, ferme, ça serait plutôt Manitoba, en parenthèse, ferme. Ah, d'accord. Nouvelle-Écosse. Oui. Merci, j'avais pas vu ça. Donc, on redit ça, c'est pas Nouvelle-Écosse qui a le programme ferme, mais c'est Manitoba. Oui. En fait, il y en aurait un troisième, c'est le Québec. Mais il est pas, on n'en parle pas ce soir. Et encore. Et encore. Maintenant, le Québec, tout ce qui est entrepreneur, ne vous embêtez pas. Demandez à votre client de faire un acte, temporaire. Ouais, c'est ça, de passer par le temporaire, même s'il n'achète pas l'affaire encore, mais au moins qu'il fasse une promesse d'achat, qu'il fasse un petit dépôt de 5-10 000 $ et qu'il mette comme clause d'annulation sous réserve d'obtention des permis de travail. Et puis, je vous dis, ça a l'air simple comme ça, mais c'est quand même beaucoup de travail et de paperasse de dossiers à préparer. Montez-lui un beau plan d'affaires, un beau projet. Allez lui chercher son permis de travail en tant que... Oui, mais quoi? Propriétaire exploitant. Propriétaire exploitant par qui? Par quel ministère? MIC et qui? Pas Mickey, hein? MIC et Service Canada, d'accord? Et c'est pas une dispense de permis de travail ou d'AMT là. Attention, c'est juste qu'il nous donne une dispense d'effectuer une recherche sur le marché du travail, qui est 2 choses très différentes. C'est un AMT, j'insiste bien, c'est un AMT avec un CAQ qui est émis, d'accord? C'est 2 choses différentes. Là, je reviens à mon Saskatchewan, là, parce que j'avais bien travaillé là-dessus. Il y en a 2. Il y en a un que c'est pour les vieux et un pour les jeunes, là, fermiers. Alors, si vous êtes jeune, c'est maximum 40 ans. Il y a 300 000 $ qu'il faut posséder. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il faut que les montants soient vérifiables à hauteur de 80 %. Ça, j'avais jamais entendu. Mais j'ai vérifié et c'est vraiment ce qui est spécifié, expliqué. Normalement, il faut prouver que 100% des capitaux, des avoirs nets sont légaux, légalement obtenus, de sources blanches, etc. Là, ils vont vérifier juste 80 %. Allez voir, vous allez voir. 3 ans d'expérience. Il ne veut pas casser la tête avec les 20%. Les jeunes, il doit y avoir quelque chose. Hein, bon. Plan d'affaires. Profil flexible pour le conjoint. Ça, c'est une exigence. Votre épouse n'est pas obligée d'être fermière. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un profil flexible, que si jamais les affaires ne marchent pas bien dans la ferme, qu'elle soit capable d'aller être vendeuse ou caissière ou servir des hamburgers ou de la bière. Donc, il demande vraiment ce genre de flexibilité de profil. Ensuite, il faut avoir visité la province dans les 5 dernières années. Vous n'êtes pas obligé de venir spécifiquement là maintenant, mais il faut avoir prouvé que depuis 5 ans maximum, on essaie de faire des démarches, etc. pour trouver un terrain. Investir 150 000 $, et puis effectivement, j'avais mis le dépôt qui s'applique également 75 000. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus seniors, ou qui peuvent être jeunes aussi, mais qui veulent jouer dans la catégorie senior, on change la donne. Là, c'est l'expérience et les pechetas qui vont compter. Donc, l'argent, d'accord? Donc, il veut 500 000 $. Parce qu'il est senior. Ouais. Il y a le dépôt de 75 000 $, c'est comme les belles voitures. En général, plus on vieillit et plus on a des voitures chères. Faut compenser avec quelque chose. Voilà.
Merci pour moi. Là, c'est combien? Donc- 120? Pardon? Là, c'est combien? 120? Ben non, vous avez jamais remarqué que les plus belles voitures, plus le monsieur est un peu âgé, plus il a des belles BMW, des belles choses. Ben, quand ils sont trop jeunes, on se dit c'est soit un fils de riche, ou alors il a fait 80% des capitaux qui ont été vérifiés. Vous voyez comme on a des images, hein? C'est très mauvais ce qu'on dit. Retenez pas cette partie-là. Donc, eux, par contre, ils ont la visite obligatoire de la province là, au moment où ils décident de faire. Et puis, des connaissances réelles et l'expérience du milieu doit être vraiment très importante. Donc, ils ont essayé de faire 2 poids 2 mesures, mais ils essaient surtout d'attirer ceux qui ont moins de 40 ans, qui vont avoir des jeunes enfants, etc. Donc, toujours dans l'idée de développer autant l'économie que la population de Saskatchewan. Ouais. Alors, Et les autres programmes? les autres programmes, il y avait des trucs drôles. Ben, oui, par exemple, il y a les questions de professionnels de la santé, comme il y a au Saskatchewan, si un médecin, infirmière. Là, c'est sûr, quand on parle de médecin, il faut qu'il y ait un certain appui d'un centre de santé. Oui. Si la personne a déjà eu un appui de centre de santé dans la communauté, ça aide beaucoup pour avoir un permis restrictif pour exercer comme médecin. Sinon, pour les infirmières, c'est probablement un programme très accessible. Oui, en fait, c'est médecins, infirmiers et les autres professionnels de la santé. L'exigence, c'est encore une fois, justement, grâce au permis restrictif qui leur donne ces 6 mois à 1 an de travail, de pouvoir déjà déposer la demande au bout de 6 mois de travail. Donc ça, c'est un bon point. Là, j'avais une question aussi de Eusgué. Désolée, Gwenaëlle, je ne l'avais pas vu, mais je vais le répondre. Si l'employeur achète une entreprise qui existe depuis 2-3 mois, il n'y a pas de restriction de délai de 2 mois, 3 mois, 1 an. Ça peut être même une nouvelle entreprise qui va être créée. Ça dépend du plan d'affaires. Il faut juste retenir un mot magique, mais c'est le mot qui tue dans la procédure, notamment du propriétaire exploitant, parce que c'est le seul point noir que moi j'ai découvert à ce jour, c'est entreprise active. Entreprise active, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait par exemple au moins une personne salariée qui touche déjà un salaire à l'intérieur. Une entreprise qui a déjà des programmes, des contrats signés avec des entités, des fournisseurs à qui il va distribuer son produit, une attestation officielle de l'établissement bancaire montrant des perspectives. En fait, c'est une multitude d'informations qui vont permettre de prouver que l'entreprise existe réellement et est active. Donc, si vous arrivez à mettre ça sur pied, ben, c'est parfait. À ce sujet-là, je vous inviterai de regarder le bulletin opérationnel qui est sorti la semaine du 1er avril 2011, quand il y a eu une modification majeure des permis de travail. Oui. En fait, c'est le bulletin opérationnel du 1er avril 2011. C'est un des premiers rares que je vois aussi long, qui fait une 15aine de pages, si je ne me trompe pas. Et vous allez voir dessus toutes les définitions. Donc, si vous avez cette définition-là, c'est à vous après de naviguer et de trouver votre bonheur. Ça va? Oui? Bon. Next. Ah oui, donc on avait reconnu par la communauté qui était un petit peu Oui, ben, je pense qu'on en a parlé. plus intéressant, qu'on a parlé pas mal. Et Travers de la point essentielle, on en a parlé aussi. J'en ai parlé aussi dans les catégories C et D. Ouais, parce qu'il nous reste 15 minutes, on va accélérer un petit peu sur... Jean, oui. tu nous as une question? Vas-y. OK, donc, comme on a dit, il y a beaucoup de changements, il y a trop de changements. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on lit aujourd'hui, ça peut être complètement changé au moment où est-ce qu'on va déposer une demande. Il faut constamment réviser, doubler, tripler la vérification, les formulaires aussi, les procédures, vraiment... Les provinces annoncent sur leur première page déjà, avec des dates, qu'est-ce qui a changé, des dates, qu'est-ce qui a changé, et quand c'est très important, c'est mis en rouge. C'est bon aussi, par exemple, nous on est abonnés avec le RSP. Oui, disons le RSS, oui, du Manitoba par exemple. Et puis là, on peut voir les nouvelles. Il n'y a pas 50 nouvelles par jour, là, mais au moins quand ça arrive quelque chose, ben, être au courant. Puis autant que possible, regarder là, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, les différents sites web des provinces et territoires. Si ça fait partie de votre marché, si vous avez une clientèle intéressée ou intéressante pour ça.
si c'est même pas quelque chose que vous contemplez au point de vue d'affaires, ben, il y a beaucoup d'autres choses à regarder aussi. De toute façon, faites-le systématiquement pour tout, hein, même avec le site de CIC en bulletin opérationnel. Les vendredis, moi c'est les vendredis systématiquement je check et parfois quand il y a trop de changements ces temps-ci c'est 2 à 3 fois par semaine. On a des belles surprises. Puis voilà. Ah oui, oui, bon, puisqu'il y a énormément de changements comme ça, c'est protégé par un mandat de représentation sécuritaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez fait le cours de ICCRC, RCCRC sur le agreement, sur le... Ah, sur les ententes, les contrats. Sur les contrats, le Retainer Agreement. La semaine prochaine. OK. Tu vas quand lundi? Je sais plus. Moi j'y vais Parler lundi. Le contrat avec le client, là. Je sais pas qui Le le faisait. contrat de service professionnel. épouvantable. OK. Mais peut-être que vous avez vu, moi je l'ai suivi en anglais, mais il y a cette question-là de se protéger en cas de changement dans les lois. Donc, c'est interdit d'avoir des frais pour résultat. On ne peut qu'avoir des frais d'honoraires pour les services qu'on donne, mais il est interdit d'avoir des frais pour résultat. Il est interdit d'avoir une clause de remboursement. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, puis à des fins de marketing, on est plusieurs, comme consultants, même avocats, à faire ça. On dit, j'ai tellement confiance dans mes services que si vous n'avez pas votre visa, mais je vous rembourse les honoraires. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont fait. Ça, je ne comprends pas. Tout ça, c'est déloyal et puis ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais c'est interdit de le faire. Et puis, aussi, on parle de comment se protéger par rapport à des changements éventuels. C'est-à-dire, je signe un contrat de service avec quelqu'un. On a fait une première évaluation. On a dit, ouais, je vois que vous pouvez vous qualifier sous tel programme. Mais là, arrive un 20 mars, un 21 mars au Québec, arrive un 1er juillet. Mais toi, tu n'as pas une obligation de résultat du point de vue de la loi, tu comprends? Non, parce que c'est interdit de garantir le résultat d'un client. Tu peux pas Et lorsque tu garantir. garantis le remboursement 100%, surtout si tu fais une très bonne évaluation. C'est comme si tu fais une garantie de résultat Mais c'est interdit. indirectement. Non, Là, je c'est ne très parle bien. pas de garantie de résultat. Garantie de remboursement Non, 100%. Si tu c'est utilises interdit. le terme garantie de remboursement, ça sous-entend que tu fais une garantie de résultat. C'est- Tu c'est- comprends? c'est interdit. Mais c'est ça. Je vous donne le remboursement si vous êtes. Non, On peut dire non, que c'est ça peut interdit. C'est interdit C'est maintenant. interdit. Non. C'est interdit, tu n'as pas le droit de le faire. Formidable. Moi, je suis bien T'as pas contente. le En droit Europe, de le c'était faire. une chasse gardée, tout le monde le faisait. Si on s'exclut, fini. Pas de client. Excellent. Non, mais est-ce qu'on peut répondre à une question? C'est quoi la probabilité pour que, par exemple, un dossier avec Québec, qui me fait une correspondance pour dire au client, il n'est pas, on ne peut pas, comment dirais-je, le convoquer Ben, un dossier, c'est zéro. Du fait que, d'après l'évaluation, il a par exemple sur 49, il a 55, 56, c'est comme ça. Non, Même si on. mais c'est interdit. Oui, oui, Une c'est vrai, prétention c'est bon. de résultat. Mais c'est une, comment dirais-je, si moi je l'ai fait au départ. Mais il y a une raison pour laquelle. Pendant une année, c'était du marketing, et je te dis que C'est complètement. tous les gens à qui j'ai donné la garantie, ils m'ont convoqué une entrevue. Très bien. C'est pour ça qu'on l'a fait. Ben, de toute façon, la question est réglée et on est tous bien contents parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer la profession. Sinon, rien du tout. Et, Bon. Continuons. Oui. oui. Vous allez quand même planifier un cours sur ça. Mais ils ne nous donnent pas des points. Si vous êtes d'accord, nous on est prêts à vous faire Ben, des c'est-à-dire, sessions sur ça. Je ne sais pas comment on pourrait faire un meilleur cours que ce que Ouais, fait c'est la dur. Non, CCRC. c'est que chacun pourrait rédiger là, sur place, son contrat et on pourrait. Mais le cours, il donne des modèles de contrat et tout. Là. Regarde, on va aller à l'atelier. On a eu les mêmes Différent. demandes pour la Moi, comptabilité j'ai quand même et après une on question. Et s'harmonisera je l'ai par posé rapport ce à ça. matin au monsieur pour lui faire, je l'ai confondu, mais il a Ok, juste on- estimé la question. Je lui dis comment vous expliquez qu'on permet du pro bono, mais vous trouvez que c'est la concurrence déloyale. C'est une excellente On question, mais je ne vais pas y répondre. Honnêtement, on peut pas, il faut avoir deux poids deux mesures. Ou ils interdisent le pro bono, ou ils permettent à celui qui veut se le permettre. C'est pas de la concurrence déloyale, c'est lui qui perd de l'argent.
Non, non, Alors, c'est une laissez question de et notion. donnez-le On à va une pas œuvre de rentrer, bienfaisance par la suite. Non, non, J'ai c'est de là. j'ai une réponse pour ça, mais je ne vais pas entrer dans On ça. se dira après. Eux, Ouais. ils ont quand même mis. Regarde, on n'a pas beaucoup de temps. On sort du sujet, Ouais, là. on sort du sujet, s'il te plaît. Je crois, madame, que si on l'interdisait, c'est à cause de ce qui s'est passé pour les dossiers avant 2000. Oui, oui, ben c'est ça qui a définitivement enclenché la décision. OK. Alors, allez, vas-y. On va faire des... Quelle heure est-il? Alors, au vu de toutes les informations que nous vous avons fournies, grosso modo, dans l'ensemble, allez-y à l'essentiel, pensez juste une réponse, d'accord? On ne va pas faire du brainstorming, on pourra le faire par la suite si vous voulez, mais là, on va direct à l'essentiel. OK. Donc, Thierry est camerounais. Il est diplômé d'informatique. Il est célibataire, âgé de 28 ans. Pardon. Il travaille... Donc, Thierry est camerounais, diplômé d'informatique, célibataire, âgé de 28 ans. Il travaille en programmation depuis 5 ans dans son pays d'origine, donc il est francophone. Il a un bon niveau d'anglais et il est en contact avec une jeune entreprise de logiciels de Kelowna, assez près de Vancouver, en Colombie-Britannique, qui a manifesté un grand intérêt pour l'engager. Donc, quel potentiel vous voyez pour Thierry? Quel potentiel vous voyez et qu'est-ce que ça lui prendrait pour pouvoir se qualifier? Là, vous l'avez au téléphone, là. Vous dites quoi? Travailleur. Travailleur de la province offre d'emploi. Donc, effectivement, ici, une offre d'emploi permanente, une offre d'emploi validante permanente, validante permanente. Bon, c'est sûr que si on avait le temps, il y a plein d'autres alternatives. Mais là, je vous laisse le soin de me le écrire sur le forum. On va utiliser ça, on va changer, on va rajouter un nouvel outil. On va mettre un forum maintenant sur la plateforme quand vous avez accès à la vidéo. On va vous reposer ces questions-là en questions de forum. Et je vais vous inviter à venir mettre dessus vos commentaires. Tu n'arrives pas à avoir accès? Bon, on va regarder ça. On va checker ça avec Elias. Elias, maintenant, vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes, ça devrait marcher. Alors, si c'est une offre d'emploi, il faut qu'il soit validé de façon permanente pour qu'il puisse avoir accès par la suite au programme. Ouais. Ensuite, Okay. Donc, rapidement, Miguel est mexicain. Il a vécu ces 2 dernières années à Lloydminster, une ville située à la frontière de l'Alberta et la Saskatchewan. Pensez un peu à Gatineau. Donc, Lloydminster, frontière Alberta-Saskatchewan. Il réside et étudie un diplôme d'1 année en Alberta, mais il travaille comme cuisinier dans une partie de la ville qui est située en Saskatchewan. Donc, il y a un registre fiscal en Saskatchewan. Et il a une offre d'emploi permanente. Sous quel programme peut-il faire sa demande? Oui, effectivement. Saskatchewan travailleur qualifié. oui, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est clair pour toi? Pourquoi ce ne serait pas Alberta? Miguel. Est-ce que ça pourrait être Alberta? La commune des études. Comment? La commune des études. Effectivement, il est en train d'étudier, puis même, il aurait besoin. Il n'a pas fini ses études et ça lui prendrait une offre d'emploi en Alberta. Tu veux lire la prochaine? Oui. Guy. Alors, Guy est un citoyen français, il possède une ferme d'une valeur de 200 000 $. Il a un niveau d'anglais avancé, aimerait acheter une ferme au Canada et y devenir résident permanent. Où lui suggérez-vous de s'établir? OK. Et pourquoi? Manitoba ou Saskatchewan. OK. Bien entendu, tout dépend s'il a plus d'argent que 200 000 $. Ben, oui, voilà, c'est Ça ça. va jouer. Sinon, n'oubliez pas le titre de l'atelier de ce soir. Les provinces versus le Québec. Ah, ben Québec. oui, Québec aussi, oui, effectivement. Hein? Donc ça marcherait. Très bien. Ensuite, Exactement. Ensuite, on a Emna. Emna est marocaine. Elle,
Moi non plus. Hein? Amna. Ou Amina. Amina? Bon, c'est une nouveau prénom aussi. C'est une étrangère qui a été naturalisée au Maroc. Ah ben voilà, on a la Yéma. Voilà. Emna, sois fière de ton nom. Elle est marocaine. Elle a un diplôme technique de technicienne en laboratoire et elle est âgée de 37 ans. Elle a complété un diplôme d'une année comme assistante en pharmacie à Toronto. Mais la grande ville ne lui plaît pas. Elle souhaite aller s'établir ailleurs. Avec son diplôme en main, elle se met à chercher du travail, donc n'importe où au Canada, en prenant pour acquis qu'elle trouvera éventuellement un poste de niveau B ou supérieur, qui ne sera pas permanent, ou est-il préférable qu'elle obtienne son emploi? Donc, on prend pour acquis qu'on a une boule de cristal, mais on sait qu'elle va trouver un travail de niveau B ou plus, mais ce ne sera pas une offre d'emploi permanente. Où est-ce qu'il est préférable qu'elle obtienne son emploi? Parce qu'elle a 37 ans, qu'elle est marocaine et... C'est vrai, en faisant l'exemple, je n'ai pas pensé au Québec, mais c'est vrai qu'elle collerait. Oui, elle collerait parfaitement au Québec. Oui. Mais pour l'exercice de ce soir, quelle autre province que le Québec? Nouvelle-Écosse. Oui, c'est pas Saskatchewan, le professionnel de la santé. Professionnel de la santé, il faudrait que je vérifie, mais quand j'ai fait l'exercice... Dans les autres, en Saskatchewan, dans les autres, peut-être. Il faut voir si ça... Il faudrait que je vérifie, mais je pense que non. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Ils vont le vérifier, puisque vous avez les données maintenant, quelle province il y a ça, donc il faudra regarder sur la liste. Moi, j'irai avec le Manitoba. Pourquoi? Parce que après 6 mois de travail, puisqu'elle a moins de 50 ans, puisqu'elle a un diplôme canadien, puisqu'elle a une bonne maîtrise des langues, elle pourra faire ses 55 points. Ou effectivement le Québec, qu'elle pourrait coller là-dessus. Ou le Québec, effectivement. Sinon, si elle devait avoir une offre d'emploi validée, ben là, ça pourrait être pratiquement n'importe où. Bon, maintenant on passe de la France au Maroc et du Maroc en Grande-Bretagne. La Mélissa, qui est britannique, elle souhaite obtenir la résidence permanente. Elle ne parle pas français, ça m'étonne. Seulement anglais. Elle aimerait venir au Canada pour étudier un programme aussi court que possible qui lui permettra d'obtenir la résidence permanente. Que lui suggérez-vous? Bon, je pense qu'il y en a un qui est déjà d'office, même si c'est versus Québec. Bien entendu, Québec, ça pourrait coller dépendamment du programme qu'elle va faire. Mais c'est 1900 heures, 1980 heures même exactement. Ouais. Donc 2 ans quand même d'études. Le PEC. Pour basculer dans le PEC et apprendre le français pendant ces 2 ans d'études qu'elle va devoir faire. C'est pas cool. Donc peut-être, là à ce moment-là, l'envoyer, elle envoie tout le monde au Manitoba. Donc grâce à Mélèque, je vous informe que le Manitoba est en train de se repeupler. Mais c'est vrai que le Manitoba, ça serait un très bon choix. Et c'est vrai que le Manitoba est un des programmes qui est parmi les plus flexibles. Ok. Moi aussi, j'irai avec le Manitoba pour celle-là. 1980 heures, c'est le nombre d'heures d'études. Pour le PEC. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a encore un autre ou je sais pas? Et ton étincelle à ça. C'est merci, le programme. Oui, bien sûr. Rapport professionnel de la santé, vous avez dit que les médecins, les infirmières peuvent obtenir un permis. Avec ça, ils peuvent travailler sans être membres dans une ordre de la province. Non, non. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un permis. Et c'est le gros obstacle, effectivement. C'est ça. Mais il y a le permis restreint. Et puis à savoir que vous avez dans chaque province les corps, le ministère de la Santé de la province qui envoie des recruteurs, des chasseurs peut-être. C'est des gens qui sont payés par le ministère, qui font partie du ministère des anciens infirmiers et autres. Et leur mandat est d'aller recruter des gens dans tous les pays, dans le monde entier, pour aller chercher ces profils-là. Donc ces gens-là, dès qu'ils sont recrutés, ils rentrent automatiquement dans le système avec le permis restrictif, avec l'année pour passer leur examen et autres. Avant de venir ici. Enfin, non, ils viennent ici déjà,
et ils ont le temps de passer l'examen, tout ça sur place. Ça se fait énormément justement au Manitoba, en Saskatchewan et autres par les corps hospitaliers qui recrutent vraiment. Ouais. Voilà, alors la prochaine fois, donc je vous dis peut-être que d'ici le mois d'août, vous recevrez un nouveau programme qui viendra aussi en complément. Sinon, ça sera annoncé au mois de septembre. Et nous, ceux qui viennent en classe, n'oubliez pas, on est où? Au-dessus de la SAQ et de Gascogne, d'accord? Donc, on attend Nadir aussi, qui va promis de venir. C'est l'équivalent de 2 années d'études. Pas obligatoirement n'importe quel... Oui, il faut que non, c'est pas n'importe quel domaine. C'est pas n'importe quel diplôme. Ça peut pas être un AEC, par exemple. L'AEC, ça marche pas. Ça peut être un DEP, ça peut être un DEC, ça peut être tout sauf un AEC. Un AEC, ça marche pas pour le PEC. Ça peut être un AFP associé à un DEP. Il peut y avoir plein de versions, mais l'AEC, c'est définitivement non. Et pour ça, regardez le guide le guide des procédures internes, le GPI, concernant le PEC. Vous avez vraiment toute la spécification, le détail dessus. Alors, bonne fin de soirée aussi à tous les gens qui nous ont assistés par webinaire. Donc, pour les coupures, tout ça, même vous, si vous voulez revoir.